Elle dit avoir des conversations télépathiques avec Slenderman, qui lui parle directement, qui lui donne des instructions. Bonsoir à tous. Est-ce que vous connaissiez le Slenderman? Moi je pensais que c'était juste un mème sur internet. Un truc de geek qui se font peur entre eux. Et puis j'ai découvert cette histoire. 2 filles de 12 ans, une meilleure amie et un plan prémédité. Prémédité pendant des mois pour satisfaire un personnage fictif. Franchement, j'en suis parvenu. Restez avec moi pour la suite de cette histoire. Waukesha, Wisconsin. Une ville tranquille, à une vingtaine de kilomètres de Milwaukee, avec ses rues bordées d'arbres, ses jardins bien entretenus et ses écoles de quartier où les enfants grandissent sans histoire particulière. Une ville américaine, comme il en existe des milliers. Le genre d'endroit où les parents laissent encore leurs enfants jouer dehors le soir et où personne ne pense vraiment que quelque chose de grave puisse arriver un jour. C'est là que grandissent Morgan Geyser, Anissa Weier et Peyton Leutner. Morgan est une enfant brillante et imaginative, légèrement en marge du groupe. Ses camarades la décrivent comme différente depuis le primaire, pas dans un sens négatif, juste différente d'une façon difficile à définir. Elle s'intéresse à des choses que les autres enfants ne regardent pas. Elle parle de personnages fictifs comme s'ils étaient réels. Et elle a un univers intérieur dense et foisonnant que peu de gens autour d'elle comprennent vraiment. Sa mère connaît ses passions et ses obsessions, mais elle n'y voit aucun signal d'alarme particulier. C'est une enfant créative, rien de plus. Peyton est tout le contraire. Sociable, souriante, équilibrée. Elle grandit dans une famille stable, avec des parents attentifs. Elle est la meilleure amie de Morgan depuis l'enfance. Les 2 filles sont voisines et inséparables depuis des années, partageant tout. Les secrets, les rires, les week-ends entiers passés ensemble. Le genre d'amitié qu'on croit éternelle quand on a 12 ans. Anissa rejoint leur cercle un peu plus tard. Elle et Morgan habitent le même immeuble et découvrent rapidement qu'elles partagent un goût commun pour les histoires d'horreur sur internet. Ces récits collaboratifs qu'on appelle les creepypastas et qui circulent sur des forums spécialisés en mélangeant horreur, mystère et fausses légendes urbaines. Les 3 filles forment donc un trio solide, avec leurs nuits pyjama, leurs après-midi passés ensemble après l'école et leurs conversations qui n'en finissent pas. Leurs parents se croisent parfois, échangent quelques mots, et tout semble aller bien parce que tout va bien en apparence. La mère d'Anissa dira plus tard qu'elle surveille l'iPad de sa fille, qu'elle regardait par-dessus son épaule de temps en temps. Rien ne filtrait vers le monde des adultes, et les conversations les plus sombres restaient enfermées dans les écrans, invisibles pour ceux qui auraient pu intervenir. Ce qui rend cette histoire particulièrement difficile à digérer, c'est précisément cette normalité absolue de la surface. Des enfants qui vont à l'école, font leurs devoirs, regardent des vidéos sur internet et dorment chez leurs amis, pendant que quelque chose de profondément dangereux prend forme en dessous, jour après jour, sans que personne ne le voie venir. Il faudra des mois de planification, de conversations secrètes et de convictions qui se consolident loin du regard des adultes. Des mois pendant lesquels Peyton continuera de voir en Morgan et Anissa ses meilleures amies, ses confidentes, les filles avec qui elle passe ses meilleurs moments. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que le Slenderman à la base est une blague sur internet créée pour un concours Photoshop. Et 2 gamines de 12 ans ont failli tuer leur meilleure amie juste pour cette histoire. Pour Morgan, ce personnage fictif est en fait réel. Et ça fait réfléchir sur ce qu'Internet peut faire à un esprit plutôt fragile. En 2009, sur un forum américain appelé Something Awful, un utilisateur publie 2 photos retouchées dans le cadre d'un concours d'images paranormales. On y voit une silhouette grande et mince, sans visage, vêtue d'un costume noir avec des tentacules qui s'étendent de son dos. En arrière-plan, des enfants jouent dans un parc, inconscients de la présence de la créature derrière eux. La légende est simple et glaçante. Il enlève les enfants, il les traque et il les fait disparaître.
La créature s'appelle Slenderman, et en quelques heures, elle échappe totalement à son créateur. D'autres internautes s'emparent immédiatement du personnage et commencent à construire autour de lui une mythologie de plus en plus élaborée. Ils écrivent des histoires, créent des vidéos, publient de faux témoignages et de faux documents historiques présentant Slenderman comme une entité réelle apparue depuis des siècles. Le mythe grossit, se consolide et se répand sur des sites spécialisés dans les creepypastas, ces histoires d'horreur collaboratives où chaque contributeur ajoute une couche supplémentaire de crédibilité à la fiction. La frontière entre l'invention et le réel est vraiment brouillée. C'est même tout l'intérêt du genre, faire croire le temps d'une lecture que ce qu'on lit pourrait vraiment exister. Pour la grande majorité des lecteurs, c'est du divertissement pur. Un frisson partagé entre passionnés d'horreur, une fiction collective dont tout le monde connaît les règles. Mais pour certains esprits fragiles, pour certains enfants qui n'ont pas encore les outils nécessaires pour distinguer clairement ce qui est réel de ce qui ne l'est pas, ce brouillage délibéré peut avoir des conséquences que personne n'avait anticipées. Anissa découvre Slenderman via un ami et commence à lire, puis à relire, puis à s'imprégner du mythe jusqu'à en être convaincue. Elle en parle à Morgan, et c'est là que les choses prennent une tournure radicalement différente de celle d'une simple fascination pour l'horreur. Morgan ne s'empare pas du personnage comme d'une histoire intéressante. Elle l'intègre dans sa réalité de façon totale et absolue. Elle dit avoir des conversations télépathiques avec Slenderman, qui lui parle directement, qui lui donne des instructions. Ses camarades de classe remarquent son obsession depuis des années. Elle parle de lui comme d'une présence réelle dans sa vie, comme d'une entité avec laquelle elle entretient une relation personnelle. Ce que personne ne sait encore à ce moment-là, c'est que Morgan souffre de schizophrénie précoce non diagnostiquée, la même maladie psychiatrique sévère dont souffre son père. La schizophrénie provoque des hallucinations et des délires qui rendent impossible la distinction entre réalité et ce qui ne l'est pas. Morgan ne joue pas à croire en Slenderman. Elle n'est pas dans la même posture qu'un lecteur qui se laisse volontairement porter par une fiction. Pour elle, il existe, avec la même certitude que sa famille, sa maison ou son école. Anissa, elle, n'est pas schizophrène, mais elle est influençable et sous l'emprise croissante de Morgan. Sa conviction que Slenderman est réel et dangereux grandit semaine après semaine. Le plus dérangeant dans cette histoire, c'est pas vraiment le crime, c'est les mois avant. Peyton dort chez Morgan, elle rit avec elle, elle lui fait confiance à 100%. Et Morgan la regarde en sachant très bien ce qu'elle va faire. C'est la fin de l'année 2013 que Morgan propose l'idée à Anissa pour la première fois. Pour devenir les servantes de Slenderman, pour prouver leur dévouement et protéger leur famille de sa colère, il faut lui offrir un sacrifice humain. Et la victime désignée, c'est Peyton, leur meilleure amie. Celle qui dort chez elle le week-end, celle qui ne se doute absolument de rien. Anissa accepte. Ce qui suit est peut-être la partie la plus troublante de toute cette histoire, parce que ce n'est pas un crime commis dans un moment de folie soudaine, ou d'impulsion incontrôlable. Morgan et Anissa planifient pendant des mois, avec une méthodologie froide et réfléchie, qui contraste violemment avec leur âge. Elles envisagent d'abord de passer à l'acte pendant une nuit pyjama, de tuer Peyton dans son sommeil alors qu'elle dort à côté d'elle. Elles n'y arrivent pas. Quelque chose les retient, peut-être la proximité, peut-être la réalité trop concrète du geste à accomplir. Elles reportent. Elles envisagent ensuite de le faire dans une salle de bain, profitant d'un moment d'isolement. Elles ne passent pas à l'acte non plus. Les semaines passent, les plans changent, mais la décision, elle, reste intacte. Peyton doit mourir pour Slenderman. C'est une certitude que rien ne vient remettre en question. Ni le temps qui passe, ni les occasions manquées, ni les moments où elle voit Peyton rire et être heureuse.
Le 31 mai 2014, c'est l'anniversaire de Morgan. Peyton est invitée à dormir chez elle, comme elle l'a fait des dizaines de fois auparavant. La soirée se passe normalement. Des jeux, des rires, le genre de nuit pyjama ordinaire dont on garde de bons souvenirs. Peyton s'endort sans méfiance, entourée de ses 2 meilleures amies. Le lendemain matin, les 3 filles décident d'aller se promener au parc du quartier, sous prétexte de jouer à cache-cache. C'est une matinée banale dans une ville banale, et Peyton n'a aucune raison de trouver quoi que ce soit d'anormal à cette proposition. Ce sont ses amis, c'est son quartier, c'est le genre de choses qu'elles font tout le temps. Morgan a caché un couteau de cuisine de 13 cm dans ses vêtements. Une fois dans la forêt, loin des regards, Anissa dit à Peyton de s'allonger par terre et de se couvrir de feuilles et de branchages. « C'est le jeu, dit-elle. C'est comme ça qu'on joue à cache-cache ici. » Peyton s'exécute sans poser de questions, parce qu'elle fait confiance à ses amis, parce qu'elle n'a aucune raison de ne pas leur faire confiance, parce que rien dans les mois qui viennent de s'écouler ne lui a donné le moindre signal d'alarme. Et c'est le signal qu'attendait Morgan. Elle sort le couteau et frappe Peyton à 19 reprises, au niveau des bras, des jambes et du torse, pendant qu'Anissa reste à proximité pour l'encourager. 2 des blessures touchent des organes majeurs. L'une d'elles manque une artère cardiaque principale d'1 millimètre. Une autre traverse le diaphragme de Peyton en lui coupant le foie et l'estomac. Le chirurgien qui l'opère dira plus tard que si le couteau avait été dévié d'1 cheveu, elle n'aurait pas survécu. Quand Morgan s'arrête, Peyton est par terre, en sang, dans la forêt du Wisconsin. Elle a 12 ans et ses 2 meilleures amies viennent de la laisser pour morte en partant chercher le manoir imaginaire du Slenderman. Peyton est par terre dans une forêt, 19 plaies, et ses 2 meilleures amies lui disent qu'elles reviendront chercher de l'aide. Elle marche vers l'autoroute comme si de rien n'était. Franchement, c'est le moment le plus glaçant de l'histoire, l'abandon. Peyton est seule dans la forêt, elle a 19 plaies ouvertes et ses 2 meilleures amies viennent de lui dire qu'elles allaient chercher de l'aide avant de disparaître sans se retourner. Elle ne cherche pas d'aide, elle marche en direction de l'autoroute, le couteau encore dans leur sac, convaincues qu'elles sont en route vers le manoir de Slenderman, où elles seront accueillies comme des servantes. Peyton ne peut pas appeler à l'aide. Elle n'a pas de téléphone sur elle et elle est seule dans les bois. Son corps est en train de se vider de son sang. Alors elle fait la seule chose qu'elle peut faire. Elle rampe. Mètre par mètre, elle se traîne hors de la forêt, s'accrochant aux arbres pour se soutenir, avançant sans savoir si elle va s'en sortir, sans savoir si quelqu'un va la retrouver à temps. Elle atteint finalement une route voisine où un cycliste la découvre allongée sur le sol et appelle immédiatement les secours. Les médecins qui l'opèrent pendant 6 heures découvrent l'étendue des dégâts. Pendant que Peyton lutte pour survivre sur une table d'opération, la police localise Morgan et Anissa, à environ 8 km du lieu de l'attaque, marchant le long de l'autoroute. Elles n'ont pas l'air de fuir et elles n'ont pas l'air paniquées. Elles marchent tout simplement, comme 2 enfants qui rentrent chez elles après une promenade. Le couteau est encore dans leur sac. Les policiers les arrêtent et les interrogent. Et ce qui se passe durant ces interrogatoires va sidérer tous ceux qui en liront les comptes rendus. Morgan et Anissa ne nient pas. Elles ne cherchent pas à minimiser ce qu'elles ont fait. Elles expliquent tout, clairement, avec une logique qui leur semble parfaitement cohérente. L'attaque était nécessaire, dira Morgan. Slenderman le demandait. Si elle n'avait pas obéi, il aurait tué sa famille. Anissa confirme. Elles avaient un plan, elles l'ont exécuté. Et maintenant, elles attendaient d'être rejointes par Slenderman, comme il leur avait promis. Les policiers qui conduisent ces interrogatoires sont face à quelque chose pour lequel aucune formation ne les a vraiment préparés. 2 enfants de 12 ans qui parlent d'un meurtre prémédité avec la même tranquillité qu'elles parleraient d'un devoir scolaire. Parce que dans leur réalité à elles, ce qu'elles ont fait a un vrai sens. Peyton quitte l'hôpital 7 jours après l'attaque. Elle retourne à l'école en septembre 2014 et choisit de ne plus jamais parler à Morgan ni à Anissa. Mais dans une interview accordée des années plus tard, elle dira quelque chose de bouleversant. Sans cette attaque, elle n'aurait pas eu la vie qu'elle a aujourd'hui.
Elle n'aurait pas eu ce plan, cette direction, cette certitude sur ce qu'elle voulait faire de son existence. Elle dort encore avec une paire de ciseaux cassés sous son oreiller, par peur d'une nouvelle agression. Mais elle avance. La justice a dû répondre à une question impossible. Comment condamner deux jeunes filles de 12 ans qui croyaient sauver leur famille en tuant leur meilleure amie? Personnellement, j'ai ma petite réponse, mais attendons de voir ce que le tribunal a décidé. L'affaire provoque un choc national aux États-Unis dès les premières heures. Deux fillettes de 12 ans, une tentative de meurtre préméditée pendant des mois, et une justification qui laisse tout le monde sans réponse satisfaisante. Un personnage fictif né sur Internet auquel l'une des deux accusées croyait avec la même certitude qu'elle croyait à l'existence de sa propre famille. Les experts psychiatriques sont convoqués rapidement et leurs conclusions sont sans ambiguïté. Morgan Geyser souffre de schizophrénie précoce sévère, la même maladie que son père, non diagnostiquée jusqu'à son arrestation. Les conversations télépathiques qu'elle décrivait aux enquêteurs n'étaient pas une métaphore ou une façon de parler. Pour elle, elles étaient aussi réelles que cette conversation. Anissa Weier présente un tableau différent. Elle n'est pas schizophrène, mais les psychiatres concluent qu'elle souffrait de troubles psychiatriques sérieux, qui, combinés à l'influence écrasante de Morgan, ont altéré sa capacité à exercer un jugement indépendant. Elle savait, à un certain niveau, que Slenderman était un personnage d'Internet. Mais sous l'emprise de Morgan, cette connaissance avait été progressivement écrasée par une conviction partagée qui était devenue plus forte que ce qu'elle savait être vrai. Toutes deux sont déclarées pénalement irresponsables au moment des faits. Ce verdict ne signifie pas qu'elles sont libres. Il signifie qu'elles ne seront pas envoyées dans une prison ordinaire, mais dans des établissements psychiatriques de haute sécurité, où elles seront traitées et surveillées. Morgan reçoit la peine maximale, 40 ans d'internement dans un hôpital psychiatrique. Anissa écope de 25 ans dans un hôpital similaire. Des peines qui ressemblent à des condamnations, mais qui sont en réalité des ordonnances de soins à durée indéterminée, révisables selon l'évolution de leur état mental. La réaction du public américain est profondément divisée. D'un côté, ceux qui estiment que la sévérité des peines est justifiée. Peyton a failli mourir, l'attaque était planifiée depuis des mois et la maladie mentale ne devrait pas effacer entièrement la responsabilité. De l'autre, ceux qui voient en Morgan et Anissa des enfants qui n'auraient jamais dû en arriver là, dont les signaux d'alerte n'ont pas été détectés à temps et qui méritent des soins plutôt que la punition. Le débat qui émerge autour de cette affaire dépasse rapidement le cadre judiciaire pour toucher à des questions plus larges. La responsabilité d'Internet dans l'exposition des enfants à des contenus qui ne seraient pas équipés pour traiter. Le rôle des parents dans la surveillance des habitudes numériques de leurs enfants et la capacité du système de santé à détecter et traiter des maladies psychiatriques sévères avant qu'elles ne conduisent à des tragédies. Le site Creepypasta, où Morgan et Anissa avaient découvert Slenderman, est bloqué dans tout le district scolaire après l'affaire. Une décision symbolique qui ne résout rien, mais qui illustre le désarroi d'une communauté cherchant une réponse simple à une question qui n'en est pas. On aurait pu tourner la page. Morgan interné, Anissa libérée et Peyton qui tente de reconstruire sa vie. Sauf qu'en novembre 2025, Morgan coupe son bracelet électronique et prend la fuite. Et là franchement, on peut se poser des questions sur sa liberté conditionnelle. Anissa Weier est la première à obtenir une libération. En 2021, après 7 années passées dans l'Institut de santé mentale, un juge estime qu'elle a suffisamment progressé pour réintégrer la société sous conditions strictes. Elle sort avec un bracelet électronique, une interdiction totale d'accès à Internet, une obligation de résider chez son père et une surveillance communautaire qui durera jusqu'à 37 ans. Elle a 19 ans quand elle franchit les portes de l'établissement et devant elle s'étend une vie entière à reconstruire à partir de presque rien. Morgan, elle, reste internée plusieurs années supplémentaires. Son cas est jugé plus complexe, sa schizophrénie plus difficile à stabiliser et les autorités sanitaires de l'État de Wisconsin s'opposent à plusieurs reprises à toute demande de libération conditionnelle. Mais en septembre 2025, un juge décide de passer outre les avertissements du département de santé, qui estime explicitement que Morgan ne peut pas encore être relâchée en toute sécurité, et lui accorde une libération conditionnelle.
Elle est placée dans un foyer de groupe à Madison, sous surveillance avec un bracelet électronique et des conditions strictes encadrant ses déplacements et ses relations sociales. 2 mois passent et le 22 novembre 2025, Morgan coupe son bracelet électronique et prend la fuite. Elle traverse la frontière avec l'Illinois en compagnie d'un ami qu'elle a rencontré quelques mois plus tôt dans une église de Wisconsin. Les deux ont développé une amitié forte, mais les règles de sa libération conditionnelle interdisent à cet ami de lui rendre visite au foyer de groupe. Morgan, qui ne veut pas perdre ce lien, prend la décision de partir, plutôt que de rester séparée de lui. Elle est retrouvée le lendemain dans une station-service de Posen, dans l'Illinois, à moins de 50 km de la frontière. Quand les policiers l'interpellent, elle ne résiste pas. Elle explique simplement pourquoi elle est partie. Pas pour fuir la justice, pas pour recommencer quoi que ce soit, mais parce qu'elle avait peur d'être séparée de quelqu'un qui comptait pour elle. C'est une raison presque banale, presque humaine, qui contraste étrangement avec l'image de la fillette qui avait poignardé sa meilleure amie 11 ans plus tôt. Le juge révoque immédiatement sa libération conditionnelle, lors d'une audience tenue par vidéo en janvier 2026. Morgan ne conteste pas la décision. Elle retourne en établissement psychiatrique et sa prochaine demande de libération conditionnelle ne pourra être examinée qu'après une nouvelle période d'évaluation dont la durée n'a pas été communiquée. La famille de Peyton publie un communiqué après la fugue de Morgan pour indiquer que Peyton est en sécurité et travaille en étroite collaboration avec les forces de l'ordre pour assurer sa protection continue. Peyton elle-même ne s'exprime pas publiquement sur l'incident. Comme elle le fait depuis des années, elle a choisi de vivre sa vie loin des projecteurs, de ne pas laisser cette affaire définir qui elle est et de construire quelque chose qui lui appartient vraiment, en dehors de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire ? Réduire cette affaire à 2 criminels et un monstre fictif d'Internet serait vraiment trop simple. Morgan était malade, sévèrement malade, et personne ne l'avait détecté. Mais cette affaire pose une vraie question. Combien d'enfants en 2026 souffrent de la même chose, sans que personne s'en aperçoive avant qu'il soit trop tard ? En 2009, un internaute crée un personnage fictif pour un concours Photoshop. 5 ans plus tard, ce personnage pousse 2 enfants à planifier et exécuter une tentative de meurtre contre leur meilleur ami. Entre les deux, des milliers de publications, de vidéos, de faux documents et de faux témoignages qui ont transformé une blague créative en un mythe suffisamment crédible pour convaincre des esprits vulnérables de son existence réelle. Ce chemin-là, de la blague au crime, mérite qu'on s'y arrête sérieusement. La première chose que cette affaire révèle, c'est la puissance extraordinaire de la fiction collaborative sur Internet. Slender Man n'a pas été créé par une organisation malveillante. Il n'a pas été conçu pour nuire à qui que ce soit. C'était un jeu créatif entre adultes qui aimait se faire peur. Mais une fois lâché sur Internet, ce personnage a pris une vie propre que son créateur ne contrôlait plus. Chaque nouvelle histoire, chaque nouveau faux document, chaque nouvelle vidéo ajoutait une couche de crédibilité à la fiction, jusqu'à ce qu'elle ressemble suffisamment à la réalité pour tromper ceux qui ne disposaient pas des outils nécessaires pour faire la différence. La deuxième chose que cette affaire révèle, c'est la limite absolue de la surveillance parentale dans un monde numérique. La mère d'Anissa surveillait son iPad. Elle regardait dessus son épaule et ne voyait rien d'alarmant, parce qu'Anissa ne lui montrait rien d'alarmant. Les parents de Morgan connaissaient son intérêt pour les histoires d'horreur et ne s'en inquiétaient pas. La dernière chose, et peut-être la plus importante, c'est ce que cette affaire dit sur le dépistage des maladies mentales chez les enfants. Morgan souffrait de schizophrénie précoce depuis des années avant l'attaque. Des camarades de classe avaient remarqué son comportement inhabituel dès le primaire. Elle parlait de personnages fictifs, comme s'ils étaient réels. Elle décrivait des conversations avec des entités invisibles. Elle avait un rapport au monde clairement différent de celui de ses pairs. Et pourtant, personne n'a posé de diagnostic avant son arrestation. Ni l'école, ni le médecin, ni même sa famille. Peyton Leutner a survécu, et elle a reconstruit sa vie. Elle poursuit des études pour travailler dans le domaine médical. Elle avance. Elle refuse de se laisser définir par ce qui lui est arrivé à 12 ans.
Anissa Weier tente de réintégrer la société sous surveillance stricte. Et Slenderman, le personnage sans visage né d'un concours Photoshop un soir de 2009, continue d'exister sur Internet. Les histoires circulent toujours, les forums sont toujours actifs, et quelque part dans le monde, des enfants lisent ces textes ce soir sans que leurs parents sachent ce qu'ils lisent. Internet peut créer des réalités pour un esprit fragile. Et ça peut arriver à n'importe qui. Dites-moi en commentaire, pensiez-vous que Morgane devait rester libre en 2025? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt les amis.